contrôle sur ces députés parce que c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a faits. Et donc, les développements, le changement tant attendu au Congo n'arriveront jamais. Vous parliez de votre proposition en 2 temps, donc c'était soit le recomptage qui est impossible puisqu'ils n'ont pas les PV. Oui. Petite incise, est-ce que vous les avez? Oui. Pourquoi est-ce que vous ne les avez jamais diffusés? Mais comment on les jamais? Nous les avons amenés, vous avez vu à la Cour constitutionnelle, oui. Nos avocats ont amené des cartons. Mais des cartons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu 220 000 témoins. Et c'était très difficile, certains témoins étaient chassés des bureaux de vote, mais il y a beaucoup de témoins qui ont eu des PV. Et nous avons aussi procédé, donc on a pris des prises photographiques des résultats qui ont été affichés. Nous avions eu un centre de traitement qui était dirigé par Pierre Lumbi, le directeur des campagnes, et nous avons produit les chiffres. Nous les avons amenés à la Cour constitutionnelle. Et nous avons amené des cartons, des PV à la Cour, et la Cour a récupéré ces PV. Mais ces PV, c'est pour confronter avec les PV que la Cour, les procès-verbaux que la Cour devait recevoir de la Commission électorale. Ce que nous avons présenté, c'est les chiffres. Nous avons fait un meeting pour dire voici ce que notre centrale électorale a comme chiffre venu des PV récoltés par nos témoins. Et de toutes les façons, mais les PV sont clairs. Deuxièmement, la fuite organisée par certains éléments, des citoyens conscients de ce que Nanga voulait faire. Ceux qui travaillent à la CENI, ils ont fait fuiter les résultats, les vrais résultats. M. Nanga n'a jamais contesté ces résultats. Tout le monde entier le sait. C'était publié par vos journaux, c'était publié par la presse internationale. Donc, dire que pourquoi vous n'avez pas donné vos bébés, nous les avons donnés à la Cour, mais la Cour devait faire son travail. La procédure de la Cour est très simple. Il y a un recours. Qu'est-ce que vous faites? Et surtout de ces niveaux-là, vous prenez les PV qui vous ont été destinés et vous faites le récomptage des voix. Et là, si la Cour avait fait le récomptage des voix, on a donné à M. Tshisekedi à peu près 38%. Moi, j'arrondis 35%. La différence était de 6 886 voix. 686 000 voix. 686 000 voix. Mais les 686 000 voix, mes avocats ont dit que si vous ne voulez pas partout, je ne sais pas par quel miracle, vous n'arrivez plus à retrouver les faits PV et tout ça. Mais vous avez Yumbi, Butembo, Beni, qui ont 1 300 000, plus d'1 300 000 électeurs. Et donc, si la moitié de ces gens votent, c'est presque 800 000. Et là-bas, c'est mon fief. Donc, je ne comprends pas. Et des fois, on a du mal à expliquer parce qu'on a l'impression que le monde est à l'envers. Je pense qu'on a tous du mal à expliquer ce qui s'est passé. Mais non, mais on a du mal à expliquer, on a du mal à faire comprendre aux Occidentaux ou eux-mêmes comment ils vont aller expliquer à leur base, à leurs opinions. Je vous interromps parce que je voudrais revenir sur le deuxième point qui était la réorganisation des élections. C'est un schéma dans lequel vous croyez vraiment? Moi, je crois. Je crois pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qu'on a dit de 40 300 000 électeurs. Nous savons que ces fichiers n'ont que 30 millions parce qu'il y a 10 millions d'effectifs. Nous les avons dénombrés. Il y a 6 600 000 sans empreintes, 2 400 000 qui n'ont pas toutes les empreintes et 500 000 cartes perdues. Et il y a des mineurs et des militaires et policiers. Donc ça fait grosso modo 10 millions. Alors sur les 10 millions là, nous disons qu'il faut simplement appliquer les recommandations de l'OIF. Si on applique les recommandations de l'OIF, donc on peut avoir un fichier électoral assaini. Et donc on change la composition de la CENI, Nanga et ses membres s'en vont. On change la composition de la Cour constitutionnelle.
n'avons plus beaucoup de millions de dollars à dépenser pour l'organisation des nouvelles élections. Et ces nouvelles élections, admettons que ça coûte 200 millions, 300 millions de dollars. On doit faire un calcul des coûts d'opportunité. C'est 200-300 millions de dollars par rapport à ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois qu'il y a quelqu'un qui est là et les pays n'avancent pas. C'est un climat délétère. Tout le monde se demande où sommes-nous. Aucun investisseur, ni intérieur, ni extérieur, ne peut investir aujourd'hui au Congo. Donc, les choix, et il faut suivre comme les amis du Venezuela, réorganiser les élections et que nous ayons des gens capables pour surveiller et des gens surtout capables pour les organiser. Vous pensez que ça peut être entendu au niveau international? Mais écoutez, moi je n'ai pas d'injonction à donner au milieu international, mais simplement les gens doivent être responsables et savoir que de toutes les façons, la situation ne peut pas se résorber d'elle-même. Dernière question. Vous avez dit lors d'un, je sais plus, je pense que c'était dans le Kwilu, vous avez dit que vous aviez été contacté par le clan Kabila après les élections. Est-ce que vous confirmez la chose? Non, j'ai dit que... Vous a demandé pour être reçu. Madame... Non, j'ai après les élections... Madame Damonusco. Madame Damonusco, évidemment, est venue me demander si ça me dérangerait de rencontrer M. Kabila. Je lui ai dit non, ça ne me dérangerait pas, c'est pour lui donner des garanties qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Un, deux, lui dire que la Constitution sera respectée à la lettre. Et trois, la loi qui a été votée par le Parlement dernièrement sur les statuts des anciens chefs de l'État, la loi était là. Et donc, pour moi, je ne fais pas la chasse aux sorcières et je vais gérer les pays pour sortir ces pays du tout où Kabila l'a mis et montrer au monde entier qu'on peut gérer les Congos et que les Congos, avec toutes les ressources qu'il a, ressources naturelles, ressources humaines, nous pouvons être un des pays moteurs du continent africain et même du monde. Visiblement, votre réponse n'a pas suffi au président Kabila. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'ai entendu et j'ai lu dans Jeune Afrique que je n'avais pas voulu et j'avais dit non. C'est faux, totalement faux. Et j'avais dit que j'étais prêt. Et je suis prêt à écouter tout le monde. Et vous savez, moi, je comprends comment construire le consensus, comment discuter avec les gens. Et ce que nous voulons aujourd'hui. Et là, je suis fier de mes compatriotes qui pensent que ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous avons le même sort. Il nous faut l'unité et la cohésion nationale. C'est l'élément ou les deux éléments essentiels pour nous. Mais vous pensez que les élections dans les 4 circonscriptions vont avoir lieu, vont être mieux organisées, vont donner un autre résultat? Mais non, de toute façon, dans les 4 oui, ça va avoir lieu les 31, ils ont annoncé. Bon, là, l'interview avec la Libre vient de se terminer. Et donc je crois qu'il reste Bundes, ceux qui viennent d'Allemagne, qui vont devoir faire pour changer tout ça. Parce que juste après, on part à ULB où il va avoir lieu rencontre avec beaucoup de Congolais tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on les a tués? Et aujourd'hui, le pouvoir de M. Kabila a voulu réitérer la même expérience, cette mauvaise expérience, cynique expérience, en disant qu'il y avait les tribalismes dans les Kwilu et qu'on aurait tué des compatriotes, des Congolais ressortissants du Kasaï. Mais nous avons subi une pression, même de la MONUSCO. M. Mouzito, l'ancien Premier ministre, et moi-même, allez vite à Kikwit, allez dans le Kwilu, arrêtez ces phénomènes de tribalisme. On a dit, écoutez, vous voulez nous piéger? Moi, je suis Kinois, moi je suis né, grandi à Kinshasa. J'ai les amis de toutes les contrées du Congo.
Mais vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a aucun Kassaïen qui n'a été tué au Kwilu. Aucun. Et la MONUSCO a les rapports. Je viens de Kikwit et j'ai vu les sortissants du Kasaï qui m'ont dit, M. Fayou, nous avons voté pour la députation nationale. Nous avons voté M. Mouzitou. M. Mouzitou, sa femme est Louba. Comment nous allons faire? Et c'est qu'il, le général là-bas à Kikwit, a tué à bout portant. Et ça, c'est quelque chose orchestré par les services de sécurité. Il a tué, et là, ils sortent demain pour dire que non, c'est une guerre communautaire. Et le monde entier a voulu croire ça. Et maintenant que le monde le sait, pourquoi on ne dit rien? Pourquoi on ne dit absolument rien sur cette question? Alors, on a voulu livrer des gens et dire que voilà Fayoulou. Et Fayoulou serait aujourd'hui, comme on a amené Bemba à la CPI pendant 10 ans. Et c'est ça la communauté internationale. Et c'est ça être émotionnel. Il n'y a pas d'émotion. On vous donne les faits. Ce sont les faits. Alors, je ne comprends absolument rien. J'ai aussi cette civilisation. J'ai étudié ici. Nous avons la même civilisation dans le monde. Mais maintenant, on parle de quoi? Et là, il faudrait que les enquêtes sur Kikwit soient menées et savoir les auteurs intellectuels et poursuivre ces généraux avec ces militaires qui ont tué. J'ai vu les familles des victimes. Ils sont là, il y a des procès. On veut obstruer ces procès-là. Il faut que vous puissiez en parler pour que le monde entier sache la vérité et que les auteurs soient condamnés. J'ai une petite question supplémentaire pour les médias catholiques belges. Vous venez de faire la louange, Monsieur le Président, des évêques de la SYNCO, mais n'y a-t-il pas risque de division au sein de la SYNCO aussi? Il y a quand même 8 évêques qui ont félicité après la prestation de serment M. Tchitchikeli. Oui, mais c'est une société qui est multiforme et évidemment, il y a des gens qui se sont laissés, comment dire, aller par ces relents parce que c'est les fils, c'est les cousins, c'est les neveux et tout ça. Mais moi, je pense que non, l'Église catholique est très forte. L'Église catholique, c'est les principes, sont les valeurs. Et ces valeurs vont primer. Et tout va rentrer. Vous avez eu l'occasion de concerter avec Monseigneur Otengui? Oui, oui, j'ai vu, pas après les élections, mais j'ai vu, comment dire, même avant les élections, moi j'ai vu Monseigneur Ambongo, Félix Tshisekedi et moi, nous l'avons vu. Ce que Monseigneur Ambongo a dit hier, qu'il était assez content avec les premières démarches. Mais vous avez compris, quand on lui avait dit quels sont ces faits qui vous disent, qui vous font dire ça. Il a dit que ces déclarations, donc les déclarations, mais vous savez, mais il a dit, il faut bien lire entre les lignes l'entretien de Monseigneur Ambongo. Par 2 fois, il rappelle que le vainqueur, il rappelle le vainqueur par 2 fois. Okay? Et il dit que, attendons voir, ils ont été mis devant un fait accompli. Qu'est-ce que vous voulez? Eux, ce n'est pas leur rôle d'être opposants à ce qui s'est fait. Ce n'est pas leur rôle, comment dire, de remuer les couteaux sur la plaie ou dans la plaie. Eux, ils sont partis, ils ont observé, ils ont donné et ils continuent. Il y a aussi la crainte pour la violence, naturellement. Monseigneur Monsengo me disait, nous n'appelons plus à aller marcher vers les églises parce que la dictature la fois précédente a tué dans les églises. Exactement, il a totalement raison. C'est comme ça, ça c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque parce que quand la communauté internationale dit que les Congolais ne sont pas sortis pour revendiquer, le cardinal vous a donné la réponse. Mais si les Congolais sortent, ils vont se faire massacrer. M. Kabila ne fait que massacrer les Congolais. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Attendez, manifester différemment. Et vous voyez manifester quand je les appelle à manifester. Je suis parti à Rwanda. J'étais dimanche à Matadi. Et finalement, on m'a dit que mais tu n'as pas été pendant la campagne à Rwanda. Le même dimanche soir, on dit que demain, on sera à Goma et
à Mwanda. Et lundi, vous avez vu la marée humaine. C'est ça la manifestation. Chaque peuple a sa façon de manifester. Et la CPI, pourquoi la CPI n'a pas arrêté M. Kabila dans ses exactions? Pourquoi la CPI n'a pas mis en garde M. Kabila? S'il n'y avait pas des exactions ou ces comportements des tueurs de M. Kabila, vous aurez vu des gens dans la rue. Vous aurez vu des gens dans la rue. Et la preuve, j'appelle les gens. Je vais aller encore dans d'autres provinces. Et ça sera pareil partout. Et c'est la preuve que les Congolais donnent à tout le monde entier qui voulait les changements. Ils n'ont pas eu les changements. Mais, Monseigneur Monseigne disait, le processus de démocratisation des esprits date de la fin de la dictature mobuttiste. Et la population jeune, mais vous venez de le dire vous-même, a vu ce qui s'est passé et ne va pas l'oublier. Exactement. L'Église a fait un travail énorme. En commençant par lui-même, le cardinal, il était président de la CENCO, il a conduit la conférence nationale souveraine de maître de maître. Il nous a. Et petit à petit, vous savez, petit à petit, les Congolais commencent à avoir cette culture démocratique, cette culture des élections. Et l'Église catholique a fait un travail important dans les CVB, partout, et c'est ancré. Mais maintenant, ce même peuple vient de voir ce qui s'est passé et ils perdent totalement confiance aux élections. Ces jeunes qui ont 9 ans, ces jeunes qui ont surtout 13 ans, jusqu'à plus. Dans 5 ans, s'il y a élection, ils n'auront pas aux élections. Ils n'auront pas aux élections. Et là, la communauté internationale disait si elle veut que le Congo soit un pays démocratique où les dirigeants sont élus par le peuple. Bon, si elle décide autrement, elle dit bon voilà, Chirac avait bien dit que la démocratie était un luxe pour les Africains, et si on continue à confirmer et à croire que c'est un luxe, on fait autre chose. Mais moi, je ne pense pas que la démocratie soit un luxe pour les Africains, parce que nous avons tous les mêmes valeurs universelles que nous défendons, et nous aspirons aussi à ces valeurs et au bien-être. Je crois qu'on vous attend. Voilà. Il y a juste une minute. Voilà. Juste 2 petites minutes. C'est nos amis de l'Allemagne. 2 minutes. S'il vous plaît, respectez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, bienvenue sur Odes Africa Live TV, une chaîne de la diaspora congolaise en Allemagne. Pas plus tard que le début de cette semaine, le sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy a déclaré que le Congo a eu pratiquement la meilleure des élections jamais connues depuis son début. La question est, si cette position est soutenue par Trump et leur gouvernement, pensez-vous encore trouver une oreille attentive auprès des Occidentaux? Écoutez, il faut bien comprendre les raisonnements des Américains. Les Américains et les Occidentaux, souvent, ils nous ont dit que la ligne rouge pour eux, c'était que Kabila ne se présente pas. Kabila ne se présente pas. Et voilà, Kabila n'est pas là, physiquement, pour eux, n'est pas là. Et donc, c'est ça la meilleure élection dont ils parlent. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un changement, quelqu'un est parti, il n'y a pas eu effusion des sangs. C'est très important. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'ils ont, sanctionné certains dirigeants, ils vont encore continuer à sanctionner et dans leur communiqué. Mais ils ne peuvent pas, ça ne peut pas être le cas. Les mêmes Tibor Nagy, qui a fait animer une conférence à Washington, il a dit « How can't we make it better ?» Comment faire pour le rendre meilleur? C'est qu'il y a quelque chose. C'est les mêmes Américains qui, dans leur correspondance, ont dit que les élections, les résultats n'étaient pas corrects. Regardez, 3 jours avant que l'Amérique change de position, il y a eu autre chose. Non, non, je ne suis pas d'accord dans cette interprétation pour dire que les élections étaient les meilleures. Les élections, il a dit lui-même, c'est un processus. On commence par la constitution du fichier jusqu'à la publication des résultats. On a bien vu les fichiers 46 millions qu'on a réduit à 40 millions avec 10 millions d'effectifs. Donc ce n'est pas bon. On a vu le processus s'est déroulé, les votes lui-même. Les votes s'est bien passé, pas de problème. Mais la
proclamation des résultats. Les résultats fabriqués. À ce niveau-là, comment voulez-vous dire que ce sont les meilleures élections? Ça, moi, je devais les voir les 15 à Kinshasa. C'est pas possible, je suis ici. Je ferai tout pour le voir à Washington. Si je les vois, je lui dirais que je voulais bien comprendre ce qu'il dit, parce qu'il le dit en anglais, mais il faut qu'il le dise clairement pour que les gens comprennent. De soldat du peuple, gardien de temple et maintenant commandant du peuple. Votre combat est maintenant devenu international et nous vous considérons pratiquement comme le Che Guevara du Congolais, El Comandante. Jusqu'où irez-vous avec ce combat? N'y a-t-il pas risque que la recherche acharnée de la vérité des urnes puisse aboutir à une guerre civile au Congo? Ne craignez-vous pas ça? La guerre civile, c'est les autres qui imposeront peut-être la guerre civile, pas nous. Le peuple ne peut pas s'imposer à lui-même une guerre. Non, vous avez entendu, partout où je passe, quand le peuple me demande, ou les jeunes, donnez-nous des armes. Même les adultes, les vieillards, donnez-nous des armes. Je leur dis, vous êtes plus puissants que les armes. Donc, ça ne peut pas mener à une guerre civile. Merci, Monsieur le Président. Nous avons normalement beaucoup d'idées, mais nous attendrons à Berlin ou à Cologne et là où nous viendrons en Allemagne. On va s'organiser. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est direction ULB. Là, on est à l'hôtel Hilton de Bruxelles. Crevé. J'ai toujours pas dormi depuis 2 jours déjà. Là, c'est le 3e jour, je suis dead, mais on doit impérativement poursuivre. Donc là, c'est ULB directement et là où beaucoup de gens nous attendent. Donc voilà, merci beaucoup et à plus tard. Merci, hein, merci.